Merci d'être venu quand même, d'avoir donc Merci à un vous. peu galéré dans les transports. On va parler évidemment de ton travail, de quelques images que tu nous as amenées. Et c'est surtout que donc pour ceux nos invités, enfin nos spectateurs en ligne qui ne te connaissent pas, tu es un peu un pilier du photojournalisme local, quoi, en fait. C'est au sens PQR, travaille beaucoup justement sur la ruralité. Donc en gros, tout ce qu'on ne voit pas forcément immédiatement en couverture dès qu'il s'agit de politique ou de sport, mais plutôt justement le reste, l'illustration du quotidien de ce pays, en fait, quoi. Oui, il y a la une de la Croix il y a 2 jours sur le Voilà, sujet. j'ai vu ça. Oui, moi je me qualifie comme un photographe de territoire. Moi je travaille beaucoup pour la presse française et étrangère, hein, mais en prenant en compte un territoire dans sa globalité. Pour ceux qui connaissent un peu ce territoire, moi je me partage entre la côte basque d'un côté, Lourdes de l'autre. Mm. Donc ce territoire du sud-ouest avec les deux Pays basques, avec les Pyrénées, le Béarn et l'Espagne toute proche. Et depuis 17 ans, en fait, je me suis dit, effectivement, on a un territoire qui représente qui a un potentiel énorme, politique. Jean Lassalle, Oui. François Bayrou, et quelques autres, qui est un territoire économique. Mm. L'industrie du surf, pour ceux qui connaissent Quicksilver, c'est Saint-Jean-de-Luz. Les plus grosses coopératives agricoles sont aussi sur ce territoire. La plus grosse usine de chocolat d'Europe du groupe Lindt est à 500 mètres de chez moi. Donc Et tu nous en as pas ramené? Et non, parce que j'ai pris des valises. Non, c'est bon, dehors, c'est terminé, fini. On boucle pour ça. Cette particularité, effectivement, d'avoir un territoire où on a tout. Ouais. Et je me suis dit, effectivement, la presse nationale n'a pas vraiment de relais sur place. Donc, progressivement, j'ai bâti, en fait, tout mon réseau là-bas. En étant, effectivement, quand il y a quelque chose à Lourdes, comme il y a 2 jours, effectivement, sur les évêques, dans 50, 60, 70% des cas, on sait que je suis présent, donc on m'appelle. Par rapport à un photographe qui va être à Paris, qui va mettre une journée à descendre, un événement, une conférence de presse urgente, un fait divers, moi je suis sur place entre 1 heure à 2 heures. Et je connais le territoire. J'ai les 06 Oui. de tous les parlementaires. Si je dois aller à Saint-Sébastien, j'y suis en 1 heure et demie. Voilà, donc c'est un territoire que j'ai appris à connaître, avec des caractères un peu spécifiques. Bon, je travaille effectivement beaucoup sur la ruralité, par amour, par passion. Aussi sur Lourdes, qui est un sujet passionnant qu'on ne connaît pas, parce que souvent on voit les marchands du temple, les petites bouteilles en forme de vierge et les quelques cierges dans les boutiques, alors que Lourdes est un territoire passionnant, intéressant quand on va de l'intérieur. Donc voilà, moi toutes ces années, j'ai voulu effectivement être un photographe de territoire, ce qui ne m'empêche pas de bouger ailleurs sur d'autres sujets. Oui, j'ai vu que justement, notamment concernant Lourdes, c'est vrai que tu as a priori des entrées que n'ont pas forcément d'autres photographes qui ne sont pas, on va dire, locaux, entre guillemets, mais puis qui n'ont pas construit un réseau et un lien, en fait, avec le sujet. Et notamment, alors, ce côté rural, je sais que tu suis beaucoup les paysans, les bergers, les gens qui sont dans la manufacture agricole au sens très large du terme. C'est d'où ça vient Enfin, je sais qu'on a tous des affinités, mais... Quand on est dans un petit village de campagne en Normandie, qu'on a des villages à côté de la maison, qu'on a les fermes autour, c'est déjà naturel. Oui, mais il y a des gens qui, justement, à l'inverse, peuvent, entre guillemets, fuir ça. Non, On connaît beaucoup de gens qui sont partis, justement, de petits villages pour aller devenir citadins, en fait. Ouais, c'est une relation de temps qui m'intéresse. Pour ces gens-là, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de montre, on est sur une autre relation de temps. Il se trouve que professionnellement, j'étais aussi rédacteur en chef de Voisin du mensuel de la Confédération Paysanne pendant 2 ans, puisqu'ils sont pas très loin d'ici maintenant. Et j'ai voulu effectivement toujours travailler avec ce monde rural, ce monde paysan. Je prends une petite anecdote, on verra quelques images, mais j'ai beaucoup travaillé sur le pastoralisme, notamment les suivis d'estives. Une estive à pied dans les Pyrénées, des fois c'est 30 à 40 km de nuit, avec 5000, 6000 mètres de dénivelé positif. On voit rythme des brebis, on voit rien, on marche la nuit. Et les premières années, les bergers qui ne me connaissaient pas forcément tous me disent mais qu'est-ce que tu vas venir avec nous, qu'est-ce que tu vas t'emmerder,
tu vas souffrir, on va devoir te mettre à l'arrière d'une remorque, etc. Et, et on s'est apprivoisé. J'ai porté du matériel avec eux, j'ai pris le temps de faire des photos, ce qui a permis progressivement, effectivement, d'avoir un travail un peu différent. Moi, le côté illustration touristique, carte postale, de la transhumance ne m'intéresse pas. Mais par contre, passer du temps avec eux, faire du portrait, on va dire bestiaire, comme aurait pu faire Artus Bertrand à une époque sur une toile de fond au centre de l'agriculture. Moi, j'ai fait à ma façon. Voilà, sauf que j'ai pas ces moyens, mais c'est pas grave. Ce qui m'empêche pas effectivement de valoriser ce travail que je vends sous forme de tirage pour la presse. Oui. Mais c'est aussi tout un travail de collectage, de documentation sur le monde rural depuis une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que j'ai vu qu'en plus, notamment, il y a quelques images qui passent d'animaux que je sais que tu vends en direct sur ton site. Et pour avoir eu le plaisir de voir quelques tirages de près, je vous invite à aller y faire un tour. Alors le site, je suis que en train de le refaire en ce moment, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, il existe. Non, mais on a par exemple une clientèle. Je prends, j'ai un hôtel avec un restaurant étoilé près de la côte basque. Ils sont étoilés depuis 52 ans, Ituria. Je vous conseille tous d'aller dans le petit village d'Aïnois, à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-Luz. Depuis 4 ans, l'hôtel m'achète tous les ans 4 à 5 photos pour décorer les chambres et l'hôtel. On est sur des formats qui tournent en moyenne minimum 1m10 jusqu'à 1m50 par 1m pour des têtes de lit avec des troupeaux de brebis. Et voilà, et ça c'est une nouvelle clientèle. Ce sont des gens qui effectivement ont souhaité, tous les ans ils ne veulent que mes photos. Donc chaque année ils refont 4 à 5 chambres, ils m'achètent 4 à 5 photos en caisse américaine, classique. Et là c'est une démarche qui fait plaisir parce que je sais que mes photos vont rester une dizaine d'années en place. Qu'elles seront beaucoup plus vues que dans une expédition, que dans une galerie. Allez, toutes les nuits, les gens vont dormir au pied d'un troupeau qui va les piétiner. Voilà, observé par le mouton. Voilà, c'est un peu ça. Et je me dis, il y a une petite démarche plaisir, c'est une petite satisfaction. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi finalement, parce que tu es très attaché à cette temporalité, et le monde rural est sur un rythme que nous, on pourrait à tort qualifier de lent, mais qui ne l'est pas, qui s'exprime simplement sur une autre durée, et finalement d'avoir ces images qui sont accrochées au mur, c'est pas justement finalement ce que nous, photographes, on aime, c'est-à-dire marquer le temps, à la fois le temps de la prise de vue et le temps de l'exposition et de la transmission de cette image. Oui, la transmission, c'est aussi une logique de la lenteur. Je viens, comme beaucoup, de l'argentique. Non, arrête-toi tout de suite, parce qu'après on va passer pour des boomers, là on a tous les cheveux blancs, c'est mort quoi. Et puis là, moi je regrette pas. Ça va. Moi je suis pas nostalgique, moi. C'est le seul pas. Non, mais effectivement, il y a une logique de temps. Non, mais je suis d'accord avec toi. Sur ces temps ruraux de campagne, on a le temps, sauf effectivement, je vois ce vol des tourneaux, ça c'est une petite image. Ça, au contraire, ça va très vite. Quoi. Là, je suis en voiture, j'ai toujours un boîtier avec moi. J'arrive sur un petit coin une petite route de campagne du Béarn et je vois tout d'un coup ce vol des tourneaux qui tourne au-dessus des champs. Donc là, j'ai que le temps de sauter de la voiture, aller faire 3 ou 4 clichés et c'est fini, le vol des tourneaux s'en va. Mais ces nuées, ce qu'on appelle les murmurations, si vous voyez ça à la campagne, en fait, les étourneaux, la nuit et le soir, tournent en grande nuée. Et c'est impressionnant d'en voir comme ça des milliers, voire des dizaines de milliers. Oui, puis ils font vraiment des espèces de volutes. Ils font des formes, c'est très très beau. Voilà, c'est ce type de choses, mais comme sur des transhumances, etc., que je ne vais pas construire, je n'ai pas le temps effectivement de les amener. Cette brebis est sur un fond de brume. Là, je suis en montagne, je suis à 1800 mètres, à côté de la pierre Saint-Martin. Il y avait un troupeau, c'était un jour de brume, on ne voyait pas aller à 10-15 mètres. Et j'ai pris le temps d'aller faire quelques portraits bestiaires parce que j'aime bien. En fait, elles ont une certaine fierté. Donc c'est la basco-béarnaise avec son visage un peu musqué qui nous donne le Sohirati notamment. Et elle est fière. Et il y a une fierté animale dont l'éleveur est fier aussi. Et puis je veux dire, c'est... Ah non, mais c'est une très très belle image. Enfin, qu'on soit même sur des portraits d'humains, on est sur des mêmes logiques. Je tourne autour de l'animal, je ne vais pas le diriger,
Ça aussi, je connais bien qu'éventuellement je vais m'attraper par les cordes, mais ça, je peux me permettre en les connaissant bien. Mais voilà, on est sur les mêmes recherches. Je vais avoir besoin de trouver la lumière qui m'intéresse, de trouver éventuellement ce profil. Donc je vais tourner autour de la bête si elle est décidée à ne pas bouger. Oui, puisque alors, je sais qu'à l'écran, ça ne ressort pas tout à fait de manière identique, mais j'ai vu cette photo exposée en tirage, en grand modèle. Il y a une douceur, il y a une... Enfin, il y a vraiment, c'est tout en nuance, tout en douceur, tout. Parce qu'on pourrait dire, finalement, il y a une certaine, je ne vais pas dire brutalité, mais enfin, c'est brut de décoffrage entre guillemets comme animal. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les photos. Il y a énormément de douceur, de tendresse et de délicatesse. En fait, moi, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est le tirage que j'ai vu en grand. Il est empreint de délicatesse, quoi. Oui, c'est une volonté. Hein. Comme là, je vois les images après. Donc ça, c'est une race locale qui a fait disparaître il y a quelques années. Donc la vache béarnaise. Hein. Aujourd'hui, il y en a à peu près 500. Il y a une trentaine d'années, il n'y en a plus qu'une quinzaine. Donc quelques passionnés ont sauvé cette race. Et là, on est sur une descente de transhumance. Il fait encore jour, hein, mais j'avais envie depuis quelques années d'avoir ce travail un petit peu de lenteur. En fait, je m'appuie sur un arbre et je suis peut-être un dixième de seconde, voire légèrement en dessous. Oui, tu volontairement des pauses un petit peu longues et un peu floues. Voilà, en m'appuyant pour bouger le moins possible contre un arbre, au sol, etc. Mais c'était une volonté pour avoir ce mouvement. Parce qu'une transhumance, vous avez l'occasion de voir, effectivement, ça défile très vite. Là, on est sur une transhumance de descente. Donc, elles sont très pressées de redescendre en vallée, etc. Notamment les vaches, c'est du 7, 8, 10 km/h en descente, ça va très vite. Oui, ça donc tu cours. Et il faut suivre. Oui, puis alors que là, finalement, sur cette image, on a au contraire, justement, enfin, une sensation de... Alors, il y a certes le mouvement, mais c'est un mouvement calme. Ouais. C'est une volonté. Oui, je me doute. Non, c'est effectivement ce rythme de la campagne on passe souvent, parce que je discute des fois avec des confrères, des consoeurs photographes qui passent en montagne ou ailleurs, et qui sont des photographes de passage. Ils vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Moi, je m'autorisais à prendre le temps à revenir, si besoin. Avec un berger, avec un éleveur, etc. Je vais y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On devient pote. Après, les fêtes de transhumance, le soir, arriver à la cabane, c'est redoutable parce qu'on sait qu'on est jusqu'à 5 heures du matin à boire et à manger. Mais c'est pas grave, tout le monde va dormir par terre autour de la cabane et on redescendra le lendemain quand tout le monde sera en état. Mais voilà. C'est le sud-ouest. Ça se sent. Tout est fait. C'est ça. C'est comme à Toulouse, on dit que même les mémés et les castagnes, chez nous, même les gamins aiment faire la fête. Quoi. Les filles de Bayonne, à l'âge de 10 ans, ils connaissent déjà toutes les paroles. Voilà, on est là-dessus. Là, on est sur une montée de transhumance, donc avec un berger, un Mathieu, un berger basque solide, qui suit un défi tous les ans de monter de plus en plus vite en courant à la cabane. Trentaine d'années, ancien joueur de rugby, sec comme tout, personne ne le suit au rythme où il va en montée, c'est pas grave, on va à notre rythme avec le troupeau. Et voilà, et là c'est ce temps de pause que j'ai aimé, donc le troupeau s'arrête un petit peu, petit temps de repos, et on a effectivement cette brebis qui s'est allongée, il s'est dit bon, stop là, c'est bon, quoi. On se pose quoi. On arrête les conneries un peu. Alors ça... Là, on est dans une grange en fait, on est dans une étable et en fait c'est la tonte. Donc la tonte des brebis. Donc celle-là va y passer dans quelques instants. Voilà. Et donc là c'est la bergère qui a effectivement cette capacité, pourtant une petite nana, mais tout de suite à savoir immobiliser, tenir la brebis. Donc une main sur chaque corne et elle ne bouge pas. Un tondeur en moyenne, si vous voyez une tonte de brebis, c'est 1 à 2 minutes par brebis. C'est très rapide. Ils sont payés à peu près 1,60 € par brebis. Surtout, c'est de vitesse qui est redoutable. Et ils savent effectivement bloquer rapidement une brebis, la retourner, mais sans aucune brutalité pour l'animal. Elle les tient et le tondeur, après, voilà, la tombe.
Oui, donc en fait, ils sont deux pour Voilà. faire l'opération. Le tout Quoi. sur le troupeau, un trousseau de 300 brebis ici à peu près. Le tout, effectivement, que pour que les tondeurs aillent vite, d'attraper les brebis au fur et à mesure, d'écarter celles qui ont été tondues, et qu'on puisse aller relativement vite comme ça. Mais moi, j'aime bien ce type d'image, parce que là, on est effectivement dans l'étable, il y a une lumière qui vient d'une porte ouverte derrière. On peut s'autoriser des choses simples en photo. Moi, c'est pas moi qui vais passer beaucoup de temps sur Photoshop et Lightroom. Je suis un peu journaliste. On peut arriver à faire des photos simples en peu de temps. Voilà. En connaissant effectivement les 4 réglages essentiels de son boîtier. Je passe la journée avec des stagiaires au Gobelin. Là, je leur ai montré qu'avec un flash Cobra, on peut tout à fait obtenir tout ce que veut, même dans un couloir illuminé. Voilà. Voilà, alors là, tu me casses mon job parce que je les reprends après en disant que moi, je me sers jamais du flash. Quoi. Ouais. C'est. Non, mais il dit ça pendant une semaine, Et après, c'est moi qui vais les avoir lundi, tu vois. Donc, Tu vas en prod. ouais, ils ont tenu le truc. Bon, on va voir. Voilà, mais voilà. Tu les as prévenus qu'ils avaient le père Fouettard qui débarquait lundi quand J'avais même. dit que toutes les questions à te poser, c'était à toi. Il a bien raison. Ah, rêve, quoi. C'est toujours le dernier qui craque. Ils connaissent, ils savent. Ouais, à la baigne. Ça marche très bien. Donc voilà, et ce type de photo, moi j'aime bien parce que c'est simple. Voilà, c'est simple à la réaliser en prenant le temps. Là, pareil, on est sur un départ de transhumance. Il est 19h à peu près. On est en juillet. On est dans la brume. Dans le Béarn. C'est assez surprenant comme on est sur ce qu'on appelle de le connaître la plateau date. du Béni. Alors, Blanc d'Aquitaine, toujours donc avec Mathieu, le même éleveur basque. Et là, on va marcher jusqu'au lendemain matin 9h. Et le départ du troupeau, effectivement, se fait dans la brume. Alors, cette photo, justement, fait une tête de lit maintenant dans un hôtel. On l'a recadrée à 1,50 m par 1 m. Ça va. Voilà, et juste en tête de lit, comme ça, toute la nuit, ils sont piétinés par un troupeau avançant dans la brume. T'es pas si doux que ça en fait. Hein. C'est le côté béarnais, rugbyman, on se Pourquoi c'est la nuit piétine. Pourquoi ils font pas ça le jour? Pourquoi c'est la nuit? Pourquoi la nuit? Alors, d'une part, parce que les animaux sont moins fatigués avec la chaleur, etc. Les humains aussi. Mais il y a aussi la question des voitures, etc. Et il faut être très clair, on perd le sens de la vitesse. C'est-à-dire, le troupeau avance. La nuit, si un jour vous allez sur une transhumance, on n'entend plus que le son des cloches. C'est même terrible. À un moment, on ne voit plus rien à 3 mètres et on est guidé que par ça. Donc le matin, on n'en peut plus. Alors j'ai une question de citadin, de vraiment mais débile, hein, mais elles se cassent pas la gueule les vaches la nuit Non, elles avancent très très bien. Et les vaches, elles avancent mieux que les humains. Elles voient mieux. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mais oui, ça avance bien. Donc là, on est sur une transhumance, on va dire qu'on va arriver le lendemain matin vers 9h à peu près à la cabane. D'accord. On aura mangé 2000 mètres de dénivelé positif, ce qui manque à Guillaume en ce moment. Je confirme, oui. Mais on a des transhumances, moi j'ai connu, où on part à 17h, on arrive le lendemain midi. On fait généralement deux ou trois petites pauses, on va dire pastis et cochonaille. Et les vaches, elles acceptent de faire des pauses? elles acceptent de faire la pause. Ah bon. Elles acceptent le pastis aussi? Mais voilà, des pauses qui sont nécessaires pour permettre d'avancer, parce qu'il y a aussi des Oui, parce que ça a l'air de rien, ça fait 12-15 heures. Quoi. Ouais. Moi j'ai vu un troupeau de brebis, parce qu'il y avait des patous. Alors les patous, c'est Ballet Sébastien, c'est ce fameux chien de protection des troupeaux. Ah oui. Oui, c'est costaud. Qui sont indispensables, parce qu'on a quand même quelques ours et on a les loups qui arrivent. Et un patou a fait peur à un troupeau dans la nuit, et le troupeau s'est retourné et reparti dans notre sens. Ah ouais. Donc on a eu 4-5 brebis étouffées, malheureusement, par le piétinement, par l'étouffement. Voilà. C'est aussi là que ça peut être aussi un monde dur sur certains aspects. Mais ce sont les aléas. Qui n'arrivent pas trop souvent, j'imagine, Non. quand même. Non. C'est pas... Et sinon, les vautours sont là pour faire du nettoyage après. Il y a des vautours dans le... Ah oui, on a beaucoup de vautours. Ah ouais. Je savais pas. Ouais. Ils les ont réintroduits, notamment autour Ouais, de Millau. Et puis... Parce qu'on a ce qu'on appelle les deux Pays Basques. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas Pays Basque espagnol, on dit Pays Basque Sud et Pays Basque Nord. D'accord. Et donc, effectivement, on a les vautours qui sont implantés des deux côtés. D'accord. Qui sont bien installés. Vous pouvez avoir en balade en montagne des vautours qui se baladent qui sont à 5-10 mètres de vous posés en attendant qu'il y ait des thermiques de chaleur qui puissent s'envoler. Voilà. Puis... Bon, un vautour fauve, c'est moche, hein, c'est très laid. Ouais. Voilà, vu de près, c'est...
Et puis alors, le posé du vautour fauve, c'est quelque chose à illustrer, parce que généralement c'est quand même d'un grand Alors, ridicule. il y a- Une fois sur deux, il passe le cul par-dessus la tête. Voilà. C'est assez... C'est un oiseau qui ne sait pas, marcher, oui, parce que complètement. les ailes sont tellement surdimensionnées. Et ça m'intéresse, il y a 3 ans, j'ai utilisé une de mes photos d'un vol de vautour qui survolait un village, sous ce titre un peu provocateur, est-ce qu'il est vrai que les vautours enlèvent les enfants, quoi. Mais Et voilà, alors, c'est l'oiseau vrai est impressionnant. Non, merde. On est à nouveau sur la bâche béarnaise, là. C'est dur. En fait, c'est un carnassier, enfin, c'est un charognard. Un charognard. Oui, d'accord. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver une carcasse. Un charognard qui est devenu devenu opportuniste. C'est maintenant, il attaque des animaux vivants. Pourquoi? Parce que Ouais. la vache folle, et donc il n'y a plus de carcasse déposée en montagne, ou beaucoup moins. Et donc, de fait, il va repérer une vache qui va mettre bas, éventuellement un randonneur endormi. Ou... Ah ouais. Pas là, Il mais bon. s'attaque, Il s'attaque à tout. Voilà. Voilà, donc les Parisiens qui partent en goguette dans le Béarn, laissez vos chihuahuas à la maison. Voilà, c'était le conseil du jour. Il y a les patous qui les bouffent. Alors là, je vois qu'ils présentent différents types de travail. Alors là, j'ai mené un travail avec des femmes bergères, qu'elles soient salariées ou à leur compte. Là, on a une toute jeune femme qui arrivait de Bretagne, 19 ans. Donc la cabane qu'on voit tout en bas, là, dans laquelle elle va vivre pendant 2 mois. On n'est pas très loin, là on est à 2 heures en moyenne d'une route à pied, hein, donc là c'est pas très loin. Mais elle apprend complètement le métier pendant ces 2 mois. Donc à garder le troupeau, à fabriquer le fromage. Et Élise est devenue une passionnée, donc elle est restée sur place, a repris une autre formation. Maintenant, on va sans doute s'installer. Et on a comme ça beaucoup de jeunes bergers qui ont 30 ans à peu près de moyenne d'âge, qui vivent bien de leur métier. Métier difficile, effectivement, en été, sur des journées longues, où on est réveillé la nuit au moindre aboiement, parce qu'effectivement, l'ours, le loup, le chien errant, ou un imbécile de randonneur en quechua qui va traverser le troupeau. Mais Avec un bonnet orange, si possible. On a la même référence. on a, ils vivent de leur métier, ils vivent aussi de la vente de fromage. On a quand même un produit, l'osso irati, vous allez le payer 30 € à Paris. Ici, il va être 16 € en Béarn. Voilà, donc on a une plus-value de produits qui permet à ces métiers de vivre. On va changer de job, on va faire du go fast avec des fromages béarnais. tu vois. J'y pense, des fois j'y pense. Ramener du produit et le revendre sur la place parisienne. Ouais, C'est c'est ça. C'est légal. Oui, en Donc, plus, on pourrait nous dire. On a un monde rural qui est vivant. Beaucoup de jeunes bergères et bergers et qui font vivre ces cabanes pastorales on a à peu près 170 cabanes sur la zone basco-béarnaise, à Pays Basque et Béarn, qui sont occupées tous les étés par des bergères et bergers. Et alors, tu disais qu'elles sont, elles peuvent être salariées. Elle est salariée, donc elle est salariée par un éleveur, D'accord, donc en fait c'est un éleveur qui a beaucoup de chargé de troupeaux garder et- le troupeau pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon la zone où on est. Donc elle va être chargée du troupeau. S'il y a la lactation, de la fabrication de fromage, donc tous les matins et soirs, c'est la traite, c'est la fabrication du fromage, c'est le soir reparquer les brebis, voir où elles partent en montagne en journée pour éventuellement aller rejoindre le troupeau, et notamment en cas de brume, etc. Donc c'est des journées qui sont très longues et des nuits courtes, parce qu'il est vrai qu'au moindre aboiement, le berger est dehors, quoi. Ah oui. Eh oui, donc, C'est pas aux 35 heures. non, là, j'imagine que... Attends, je regarde si... Ça va pas plaire à Martine. Hop. Tout de suite. Oui, parce que si je me souviens bien, elle aussi... Ah non, Non. elle c'est une PDG. Ah, bon, attends. Voilà. Hop. Voilà. Ah, bah j'avais une chance sur 2, voilà. Bon, Non, mais tout elle la- coule pas. Quand je parle de photographe de territoire, voilà, ça c'est un exemple. Quand vous êtes à l'hôtel partout en France et en Europe, le petit pot de miel ou le sirop d'érable, c'est elle. Les miels Michaud, 3e, 4e génération. Donc Marie est directrice générale depuis 2 ans des miels Michaud, donc c'est familial avec sa sœur. Et moi, j'avais vu un petit encart rapide dans la presse locale, comme quoi elle devenait PDG du groupe succession. Michaud. D'accord. Et donc, très rapidement, je l'ai contactée pour une série de portraits. Je tombais sur une jeune femme très facile à faire poser, hein, détendue. Elle avait fait un an chez Decathlon, donc elle connaissait le truc, etc. Donc, on s'est fait des photos bureau, extérieur. On n'avait qu'un quart d'heure. Hein. Mais on peut avoir comme ça une prod en région qui vient relativement vite, notamment pour la presse, parce que c'est une photo qui est servie pour les Échos, pour d'autres journaux.
en étant justement en repérage permanent de ce qui fait l'actualité d'un territoire. Pour ceux qui connaissent cette région, on a la gare de Canfranc, que j'ai pas en photo. Canfranc, c'est un cul-de-sac espagnol, de l'autre côté de la vallée d'Aspe. Vous avez la deuxième plus grande gare d'Europe là-bas, et ça devient un hôtel, on va dire type 5 étoiles en France, etc., tout en gardant la gare ferroviaire, qui ouvre au mois de décembre. Et il est évident que dans quelques jours, je pars là-bas, moi, faire des séries de photos à l'intérieur de la gare, parce que la presse va me demander. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour Ouais, la tout à petite fait. histoire, donc Marie Michaud, qui est juste avant, Je ont regarde. vu les photos, des photos qu'ils n'auront plus parce qu'ils ne communiquaient pas. Donc ils m'ont demandé effectivement d'acheter une série de photos pour leur com interne. Donc ce qui nous permet effectivement, tout en repérant dans mon travail de photojournaliste, là j'étais pas sur des questions de déontologie, il n'y avait pas de scandale avec les miels Michaud, donc je pouvais leur vendre quelques photos pour leur usage interne en corporate. Oui, c'est. Et encore une fois, sur du portrait simple, là, j'étais en GFX, là, 50R, mais suis voilà, innocent. en un quart d'heure, on peut bâtir une série photo qui allait de son bureau, qui n'était pas beau, donc je l'ai vite sorti, devant les locaux, etc. Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ces rencontres-là, ça permet aussi de tisser Toujours. un réseau finalement aussi pour du corporate, etc. Même si les bassins de grandes entreprises sont de plus faible densité, c'est aussi, entre guillemets, grâce à ce côté photojournalistique que ça permet d'agrémenter le type plus, de ouais. mission, en fait, quoi. Et puis surtout, on est sur des entreprises qui peuvent être des entreprises d'envergure nationale, internationale, mais qui n'ont pas, qui utilisent très peu la photo pour leur communication. Mais c'est ça, ils sont qu'ils ne pas du connaissent tout pas. présents, ouais. À 3 km de chez moi, j'ai bossé pour eux. On a le groupe d'eau au jeu. Bon, au jeu, ça ne me dit rien peut-être ici, Non. mais simplement, c'est Kézac. Ah ouais. D'accord. C'est Val-Saint-Lambert en région parisienne. Donc la seule eau minérale de région parisienne, en fait, c'est un groupe d'eau minérale régionale, D'accord. Ouais. mais qui ne communiquait jamais. Donc j'ai travaillé avec eux pour de la photo qui ferait hurler le moins de photographes en studio de packs de bouteilles en plastique, en verre. Je suis allé sur les différents sites à Plan de Couette, parce que c'est Plan de Couette aussi. Mais ce sont des entreprises qui ne communiquent pas. Et pourquoi Lindt, parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que leur chiffre d'affaires fonctionne très bien comme ça. Ils ne se sont jamais posé la question de Ouais, communiquer. il y a aussi une culture, je crois. Voilà, il y a une culture du top manette, comment dire, le toucher main fonctionne très bien et on fonctionne comme ça. D'accord. Et un exemple, on a cette jeune femme là, parce que ça c'est une série que j'ai fait, ça servait pour la une d'un magazine en fait. J'ai les bérets Lolaire près de chez moi, D'accord. donc c'est l'entreprise historique du béret en France. À peu près une vingtaine d'armées dans le monde ont Lolaire aussi comme client. Donc ils sont à 500 mètres de chez moi. Là, Donc tu veux dire que mon béret que j'ai gardé. Et sans des doute de troupes chez marine Lolaire. viennent chez lui, d'accord. Lolaire. Et donc cette entreprise m'avait demandé un travail précis pour leur musée, de faire une série de portraits, des choses un peu décalées, etc. Vous parlez peut-être rarement métadonnées, indexation. Moi, je suis un fou furieux des métadonnées de l'indexation. Si, justement, tout à l'heure, justement, Là, moi, pas du tout. Je suis largué, là, moi. Je posais une question à notre expert Adobe, voilà. parce que j'ai vu passer, je crois, de la part de JC Millet, si je me souviens bien, qu'il y a eu un bug sur la dernière version de l'indexation des métadonnées de Lightroom. ou Lightroom, Bridge. je crois, ouais. Ou Bridge, ouais, parce que lui, Un c'est des Bridge deux, beaucoup. ouais, lui, c'est Bridge. Qu'il fallait pas mettre la dernière extension, ou il fallait au contraire remettre la. Enfin bon, bref, vérifier pour ceux qui sont. Mais c'est un petit exemple bête. Hein, Mais, ouais. c'est- Vas-y, justement, c'est intéressant que tu nous décrives comment une image comme ça peut s'inscrire Voilà. en termes de métadonnées sur des champs d'utilisation divers. Voilà. Allez. Donc je fais la série Cours numéro je fais la série de portraits, hein, aussi bien un peu en studio qu'en extérieur, dans différents lieux. Et je vais donc indexer mes photos, donc avec les métadonnées classiques, béret Lolaire, jeune femme, bulle de Malabar, enfin ce qui est visible. Et en même temps, j'ai dit, ce type de photo, il y a aussi un peu de rébellion, il y a aussi un peu de jeunesse, etc. Et un magazine féminin cherchait effectivement une photo sur cette thématique-là. Jeune, rebelle, etc. Et donc ils m'ont contacté pour acheter la photo, pour en faire la une. Voilà, photo, parce qu'elle était bien indexée. Et souvent, on oublie en presse, en agence, le poids, le pouvoir qu'ont de bonnes métadonnées.
Je vais prendre un autre exemple. On est sur la plage d'Andaille, on est octobre. Je fais des photos en Celle-ci corporate. Non, elle n'y est pas là. D'accord. Pour des fauteuils pour personnes handicapées qu'on appelle les tirs à l'eau, ce qui permet à des personnes d'aller Effectivement, sur l'eau, ouais, jaune et complètement, bleu, ouais. jaune et bleu là. Donc on fait des photos dans l'océan avec 2-3 modèles. On est fin octobre, on est à Hendaye, il fait 30 degrés, il fait très bon. Bon, ça va. Il y a un moment. 18h, je repars ma voiture. Pour ceux qui connaissent Hendaye, c'est une très longue plage, donc je remonte la plage et je vois 2 fauteuils avec 2 serviettes au bord de l'océan. Tout simple. Une horizontale, une verticale, voilà, je fais mes 2 photos et je les mets en agence, donc chez Hans Lucas, avec les métadonnées d'abord classiques, plage, Hendaye, fauteuil, etc. Et dessus, je mets abandon, solitude, retraite, je ne sais plus quel autre mot lié, l'émotion, l'intention que j'avais avec cette photo. Et là, j'ai les éditions Folio pour les bouquins blancs là, qui me téléchargent l'image pour la une d'un bouquin de Pascal Gauthier, La clé sous la porte. Donc, ils m'appellent. Donc, une photo toute bête. Ils ont recherché effectivement sur ce côté solitude, retraite, abandon. Et je vais dire le chiffre, il y a 3 ans, on est à 600 € sur une petite couverture de bouquin, mais tout simplement parce qu'à un moment, dans mes métadonnées, je ne me suis pas arrêté effectivement à ce qui était illustratif. Je me suis dit, qu'est-ce que représentait cette photo? Voilà. Et ce côté, effectivement, abandon, solitude, etc. Et ça, c'est important dans notre métier. On ne va pas le répéter, mais une photo sans métadonnées n'existe pas de toute façon. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Donc, notre job de photojournaliste, il est là aussi. Ouais. C'est la même chose que les tags. Oui, c'est ça. C'est ça. Un tag est une métadonnée, ouais. Ok. Donc, alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est le. Hop. Alors, je sais que dans les territoires que tu couvres, et notamment justement là d'un point de vue photojournaliste, je t'ai vu de temps en temps interpeller les photographes en région autre que la tienne pour leur dire il se passe ça ou ça, notamment à côté de chez moi, mais Karine s'en était occupée sur une ordination un peu particulière sur l'église de Versailles. Qu'est-ce qui. Et donc, Lourdes. Parce que ce qu'on en voit, alors moi en plus personnellement je suis athée, donc j'y connais rien. Et l'image que j'en ai, c'est en gros vu de loin à travers un prisme très réducteur, j'en ai bien conscience, voilà, tous les ans il y a une procession, enfin il y a un événement qui se met en œuvre. Et j'imagine que c'est quand même beaucoup plus que cette espèce de vision simpliste que je viens de décrire. Ouais. Alors Lourdes, c'est à la fois un territoire complexe et passionnant. On est sur la 2e ville de France en nombre de chambres d'hôtel. Ça paraît bien de dire ça. Ah merde. Voilà. Carrément. Lourdes, c'est 3 millions de visiteurs par an. Oui. Du mois de mars au mois de... Allez, pratiquement décembre, il y a des pèlerinages toutes les semaines. Ah ouais, c'est ça. On a un pèlerinage, par exemple, que je te conseille de revenir avec ton béret. On a le pèlerinage militaire international. Oui, ça je le connais. 20 000 militaires viennent du monde entier. On a le petit régiment africain, ils viennent à 10, on a les gardes suisses, on a les petits Italiens qui vont draguer nos gendarmeries françaises, on a, voilà. C'est une fiesta redoutable. Il y a le temps de messe et tout, c'est la seule période de l'année où dans les bars, on ne sert que des barons de 50 centilitres, les bars ouvrent jusqu'à 3 h du matin, parce que c'est une fiesta, là, toutes les armées du monde s'entendent. C'est aussi ça, on a le pèlerinage des motards. On a 1500 à 2000 motards qui viennent se faire baptiser leur moto. Donc on a déjà toute cette partie pèlerinage un peu spécifique. C'est un lieu politique. Les évêques, 2 fois par an, se réunissent à Lourdes. Toutes les décisions, les scandales qu'on voit en ce moment autour de... Oui, c'est pour ça que tu as fait la couve de l'Écho, d'ailleurs. Voilà, de la croix, des crimes sexuels, etc. C'est à Lourdes. Ah oui. Non, je ne savais pas. Oui, parce qu'a priori, c'est C'était au Vatican. La conférence des évêques, il y a 2 la fois par an. conférence des évêques avec le cardinal de Lyon qui... Oui. Bon, voilà, à l'époque, c'était l'affaire Barbarin. Moi, j'avais fait la une. C'était, rappelle-toi, Barbarin Polybé. Lourdes, c'est ça. C'est aussi un médecin qui se présente comme le médecin le plus inutile du monde. Vous allez à Lourdes, vous arrivez à droite dans le sanctuaire, vous voyez Bureau des constatations médicales. Ce médecin italo-américain ne reçoit que des personnes supposées guéries. Donc il est en responsabilité de mettre en place une commission d'enquête qui va durer une dizaine d'années, savoir si c'est ou pas une guérison miraculeuse. Ah oui, c'est pour les miracles, ah oui. Voilà. Et Lourdes, c'est tout ça. Oui.
c'est donc tous ces pèlerinages. C'est une ville dans la ville, c'est 300 salariés le sanctuaire. C'est un service communication, c'est une retransmission sur les télés du monde entier en direct, avec une régie audiovisuelle assez impressionnante. Donc voilà, Lourdes, c'est ça, plus effectivement ces pèlerinages, et puis c'est à part. Moi, j'ai suivi le pèlerinage Fratello, qui est le pèlerinage des SDF, des prostituées et tout, des gens mais qui ont un espoir, une envie d'avancer qui est redoutable, qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Et donc c'est tout ça, Lourdes. Avec, effectivement, moi, avec les années, la possibilité de construire des images différentes. De m'attarder sur des photos. Là, par exemple, cette photo toute bête qui avait servi pour la Croix et pour d'autres, pendant 2 ans, je me suis désespéré que cette photo ne serve pas. Donc j'attendais. Puis quand est-ce qu'ils vont l'utiliser? Quand est-ce qu'ils vont l'utiliser? Finalement, la Croix... On a une fin de conférence des évêques d'une messe, et on est dans la sacristie, je vois effectivement cette fille qui range toutes les chasubles, et je vois la main traversée. J'ai dit juste 3 secondes, ne bougez pas, quoi. Je veux juste ça, juste le temps de faire un cadrage serré avec cette main qui se balade. On a une photo qui, à la fois, pareil, veut tout dire. Effectivement, chasuble, sacristie, Lourdes, religion, etc. Mais on est ici sur le mystère, on est aussi sur la vérité, on est aussi sur tout un tas d'autres questions que suppose la main qui écarte les chasubles de l'Église. Et d'ailleurs, puisque tu l'évoquais précédemment, j'imagine que toutes ces métadonnées, tu les doubles en anglais. Oui, anglais, français. Ce qui est terrible. Mon anglais n'étant pas parfait. Mais bon, je sais qu'Évêque se dit Bishop, je suis sauvé depuis des années. Oui, ça va. Donc Lourdes, c'est ça. Il faut se mettre dans le contexte d'un territoire où il se passe toujours quelque chose. Et ce qui fait que moi, sur l'année, j'ai peut-être 30 à 40 publications qui concernent Lourdes. Avec des commandes de sujets. Il m'est arrivé qu'on me demande d'y aller à 5h du matin pour l'ouverture du sanctuaire, etc. Et puis il y a du visuel. Ça, c'est une photo simple, elle est brute de décoffrage, sans retouche, etc. D'autres auraient gommé cette statue derrière, je ne sais quoi encore. Alors, justement, ça c'est assez intéressant. Puisque on est sur du photojournalisme. Voilà, c'est voilà. Quelque chose qu'on a évoqué assez récemment, sur l'intention de traitement d'une image en fonction de l'axe de travail de l'usage. Donc, en tant que photojournaliste, qu'est-ce que tu t'autorises ? En post-prod ? Ouais. Enfin, c'est-à-dire que, avant même de parler de la post-prod, qu'est-ce que tu t'autorises, qu'est-ce que tu t'autorises pas ? M'autorise pas peu de choses, en fait. D'accord. Voilà, je parle de traitement de l'image. Non, mais en traitement de l'image, très peu de choses. En fait, moi, c'est très clair. Moi, mon traitement de l'image, quand c'est du photojournalisme, c'est lumière, contraste, peut-être un pet dans les couleurs, et c'est tout, quoi. D'accord. Rien d'autre. Puisque, de toute façon, on est supposé de ne rien supprimer dans ce qui a été photographié. Ça, on est d'accord. Voilà. Donc, pas de retouche. Cadrage, je fais partie encore de cette génération de vieux cons qui essaient de me dire qu'une photo doit être bonne, si possible, à la prise de vue, et non pas... Voilà. T'es tellement has-been, quand même. Voilà. Tu sais pas qu'on a inventé Photoshop depuis, quoi ? Il paraît, mais chez nous, le temps que ça arrive, on a la version basse qui paraît qu'il va arriver bientôt. Non, voilà, j'essaie effectivement de limiter mon temps de post-prod. Pourquoi ? Là, je vais prendre un exemple. On est sur le pèlerinage du Rosaire. Voilà, sur cette image-là, par exemple, typiquement. Après, ça fonctionne bien. Moi, j'ai vu ces enfants de chœur arriver avec l'encens qui brûle dans les coupelles et tout. Je dis là, effectivement, il y a 4-5 photos à taper. Et je ne touche pas beaucoup plus. Simplement, qu'est-ce que je me suis autorisé ? Il y avait une lumière plus forte au niveau sur la partie droite. Voilà, je me suis autorisé simplement à me décaler. Voilà, au niveau de la prise de vue. Il faut se dire, souvent on l'oublie, il y a les photojournalistes qui vont travailler au long cours, c'est long. Moi, quelquefois, je vais le prendre quand il y a un pèlerinage, que la presse a besoin de photos, etc. Il va se passer quelquefois moins d'1 heure entre le moment où je vais faire ma prise de vue et où je vais balancer les photos avec les métadonnées. Je dois aller très vite. Ça m'est arrivé que des journaux m'appellent, écoute Laurent, on a besoin d'une photo tout de suite, dans une demi-heure, là, en boucle. Je le dis honnêtement, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait la photo et je l'ai envoyée, quoi. Voilà, et ça a fait un quart de page sans difficulté. Mais on doit aller vite. Voilà. L'avantage en plus, quand je me retrouve avec mes collègues de l'AFP ou des gens qui ont des outils pour balancer les images très vite, c'est un petit peu un jeu entre nous à qui sera le plus rapide. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait penser à une autre question, mais pour après. Donc, bon, là, en fait, cette image-là, bon,
en termes de cadre, tu as fait attention à le placer de manière à ne pas avoir une zone surex, ok. Par contre, on est d'accord que dès le départ, dans la mesure où c'est du photojournalisme, tu ne sors pas le tampon, Non. tu n'enlèves rien. Donc, Je n'enlève rien. Tu évoquais tout à l'heure la statue, mais bon, enfin, qui personnellement ne me gênera pas, même dans un autre contexte. Est-ce que tu t'autorises, parce qu'on a vu des images précédentes, par exemple, plus interprétées. Tu as tes brebis, tes vitesses lentes sur les troupeaux. Est-ce que quand tu es dans un cadre de photojournalisme, tu t'autorises ce genre de choses? Est-ce que tu t'autorises de modifier des teintes, des rendus? Est-ce qu'en gros, d'avoir une interprétation esthétique? Très peu. Ou au contraire, Non. à partir où tu scindes les choses, et à partir du moment où c'est du photojournalisme, c'est bon, luminosité, contraste et en avant. Non, j'ai motorisé des choses à la prise de vue. Je me rappelle d'avoir fait hurler mon pote Éric Bouvet un jour sur une photo parue dans l'IB. Oui, il hurle beaucoup de toute façon. Moi, il est gentil, tranquille en ce moment. Bah oui, il est dans les montagnes, donc ça va mieux. Non, il est rentré, c'est pas vrai. J'avais effectivement Bonjour. une procession d'évêques et je me suis autorisé à les photographier en pose lente, en fait, en m'appuyant à côté de l'orgue au-dessus, effectivement, prendre le défilé peut-être pratiquement une seconde. Ce qui fait qu'on avait les fidèles qui restaient tranquillement assis et on avait effectivement cette vague verte des évêques. Et c'était photos typiquement Libé. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient utiliser ce type de photos. Et effectivement, Libé, on l'a utilisé sur pratiquement une demi-page. Et je m'appelle Eric qui me hurlait mais pourquoi tu fais ce type de photos, etc. Voilà. Et là, je m'autorise ça des fois. Je m'autorise effectivement de jouer, mais ça va être sur la prise de vue. D'accord. Et donc, alors, tu évoquais justement, ça peut être pour cette image-là aussi tout à l'heure, le fait de travailler avec un smartphone, ce qui en soi ne me choque absolument pas dans un cas de photojournalisme et autres. Alors, par contre, j'ai une question très pratique. Tu fais ta photo au smartphone, tu fais les métadonnées comment sur ton smartphone? Je n'ai pas le temps de faire les métadonnées. Ah, tu l'envoies tel quel? Je l'envoie tel quel, et ils ont les infos. Non. Non, parce que la question aurait pu... Non, mais c'est une question qui est posée aujourd'hui. Avec un Lightroom mobile, finalement. Oui, mais en fait, tout le monde peut-être cherche une application qui fonctionnerait suffisamment pour les métadonnées depuis un smartphone. Et en fait, on se rend compte que cette appli n'existe pas encore réellement aujourd'hui. De pouvoir effectivement indexer une photo correctement qui est issue d'un smartphone et pouvoir la balancer. Oui, ou qui aurait été transféré du boîtier vers le smartphone. Et on se rend compte que ça n'existe pas. Bon. On a cherché, on a vu ce type d'outil, pourtant qui va aller en se démultipliant. Oui. Même si. C'est étonnant que ça n'existe pas. Mais on est plusieurs à chercher. Parce que même sur le... Alors, j'avoue que j'ai pas du tout regardé. On n'a pas ça sur le Lightroom mobile? Je crois pas. Il va falloir qu'on regarde. Non, il n'y a pas. Non. Non, il n'y a pas la partie métadonnées. Bon, Philippe Chaudré, puisque tu es là, normalement, tu veux faire remonter l'info chez Adobe, s'il te plaît? Ben oui. Les métadonnées sur un Lightroom mobile, et puis dans pas trop longtemps. Merci. Ouais, à moins qu'il y ait un truc caché, attends, parce que tu sais. Non, mais c'est justement... C'est une véritable question. Non, là, j'envoie les 3-4 infos dans l'envoi de la photo base, avec. J'ai dit, voilà, pionnage militaire, géorgien, et voilà. D'accord. Et alors justement, est-ce que pour toi, le smartphone fait partie de l'arsenal des outils au même titre que, je crois que tu es en XT3, ou enfin peu importe, tes autres boîtiers, on s'en fout, ou est-ce que c'est plus l'outil de secours vraiment parce Non, que c'est l'outil qui va me servir effectivement, soit pour transférer depuis mon boîtier une photo qui me vient sur le téléphone, mais pour moi c'est pas tant un outil de prise de vue. Dans l'idéal, je l'utiliserais presque comme nos anciens Pola. Voilà, mais sinon, non, pour moi, ce n'est pas un outil que j'utilise. Nos boîtiers, la Fuji, quand même, prennent suffisamment peu de place pour que je n'ai pas à substituer pour l'instant au smartphone. Non, mais ça aurait pu être... c'est un outil qui, en soi, a des vertus en reportage. Il pense un peu trop à ma place. Alors, c'est pas ça que je pensais, parce que finalement, tu as aussi des applications qui te permettent de reprendre la main, mais plus sur un aspect contextuel, finalement. Moi, je me souviens avoir fait une fois un reportage où il s'agissait de gamins, c'était une performance artistique avec des enfants, et je sais que amener un boîtier dans ce contexte, qui était pourtant public, c'était pas forcément simple. Et puis bon, pour des raisons XY, je l'avais pas, donc j'ai pris mon smartphone.
au même titre que les 60 personnes qui regardaient autour. Donc finalement, j'ai pu faire mes images comme je l'ai voulu, de manière totalement transparente, on va dire, par rapport à l'événement, par rapport au contexte. Est-ce que finalement, pour toi, tu ne trouves pas que ça peut être... Non. Alors d'une part, je n'y ai pas été confronté. J'espère que ce ne soit pas le cas. Le seul usage peut-être que je pourrais avoir éventuellement, ce sera sur des petits rushs vidéo. D'accord. Voilà. Peut-être des vidéos de 30 secondes, 1 minute, où je trouve que l'outil fonctionne bien, même si la plupart des gens filment en vertical, en portrait. Bon, ça, malgré tout, on ne cesse de le répéter. Mais par contre, ça peut avoir ce petit plus. Voilà. Ou être sur un événement où j'ai pas envie de faire la vidéo sur le boîtier. Voilà, ça peut être éventuellement un complémentaire. D'accord. Alors justement, puisque toi, dans le cadre de ton travail de photojournaliste, est-ce que tu intègres la partie vidéo ou est-ce que c'est vraiment une... Non, je suis d'image manière fixe. ouais. Je laisse ça aux autres, ils font ça très bien. Chacun son job. La vidéo, c'est un autre métier. Oui, mais ça aurait pu, justement, dans un cadre, voilà, là on te demande une séquence de... Pas de drone, secondes, pas de posée. drone, pas de vidéo. On est vraiment des vieux cons, quoi. On sort tous de la même école, c'est pas possible, on est indécrottables, quoi. Bah là, on est sur un autre pèlerinage, on est sur le Rosaire. Là, c'est typiquement le type de cadrage un peu différent que je cherche quelquefois. Donc là, je suis monté au-dessus de la basilique en basculant 10 pèlerins pour passer devant eux et être, en fait, je suis à l'aplomb, en fait, de la messe. Oui, qui était donc une messe en extérieur. Voilà. Et parce que je cherche toujours, et là, il faut imaginer 25 000 personnes devant. Je cherche toujours, effectivement, à avoir... Non, c'est un évêque. Pardon, j'ai prévenu, j'ai dit j'étais... C'était le pape, voilà. Il viendra peut-être, ou à Marseille, mais bon. Voilà, ben, se chercher à chaque fois des points de vue différents. Et alors, j'imagine que ça fait quand même donc une bonne vingtaine d'années, sinon plus, que tu explores le territoire. Pas de retraite, hein. Quelle idée. On est d'accord. Aujourd'hui, comment tu trouves que est-ce que finalement, justement, puisque toi, ton cœur de métier, c'est la presse, en fait. Je fais partie des générations qui, à 20 ans, s'est dit la presse, ça pue, je file ailleurs. C'est pas un désamour, mais c'était un choix de vie. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est devenu beaucoup plus compliqué à l'échelle de la région? Ou est-ce que finalement, en ayant tissé ce lien, tu arrives à finalement avoir de l'activité? Enfin, ton jugement par rapport à ça? Oui, en dehors des 2 années particulières qu'on a vécues, pandémie, hein, parce qu'en plus on était le seul territoire de France pendant 1 an et demi à ne pas être impacté, donc on ne les intéressait pas, quoi. Nous, on ne connaissait pas la pandémie chez nous. Non, il y aura toujours besoin de photos, de photos de presse, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être pour Géo récemment, là, sur une page au Pays Basque. Donc voilà, mon métier, je ne suis pas inquiet. Je m'intéresse plus, comme moi je suis quelqu'un aussi qui fait de la formation, mais qui échange aussi beaucoup avec de jeunes confrères et consoeurs. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le manque de culture de l'information, de culture visuelle. On va très vite aujourd'hui se précipiter sur des réseaux sociaux, sur de la manif. Photographe de la manif, je les taquine régulièrement. Ce qu'on appelle le riot porn, hein, l'amour de l'émeute. En fait, une manif parisienne, de certains échanges, 50, 70, 80 photographes sont là. Oh oui, minimum. Pour faire la même photo. Cherchant la photo de la matraque du CRS qui va s'abattre sur le black box, voilà. Combien ont une chance d'être publiés? 1, 2, 3 sur les 50 à 100 qui sont là. Alors que peut-être s'il y avait des choses en décalé, il y avait beaucoup à faire. Aujourd'hui, sur un modèle économique, on connaît des photographes de presse qui vivent très bien de leur job, mais qui effectivement vont aller chercher, vont produire, vont aller chercher toujours de nouveaux sujets. Moi, je me rappelle avec des photographes en agence, je n'ai pas vu de sujet sur Rungis depuis des années. Un sujet, il faut le refaire tous les 3 ans. En moyenne 3 à 4 ans, parce que les images vieillissent, parce que tout bouge. Et je leur disais, mais faites un sujet sur Rungis, ça n'a pas été fait depuis des années. Ouais, on va faire. Et je vois, quelques jours après, 2 pages dans les Échos sur Rungis, traitées par un autre photographe.
hein. Le couteau, non Ouais. Je ne sais plus si c'était Couteau ou un autre, Parce que, mais je sais que lui, voilà. il est tout le temps à la. Qu'on soit à Paris, qu'on soit dans les Pyrénées-Atlantiques ou à Marseille, en fait, la presse a toujours besoin de photos. Que ce soit de l'actu, que ce soit d'illustration, etc. Ça dépend quelle actu. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai une copine qui est reporter de guerre. J'avais une photo qui passe. C'est beaucoup trop violent. Alors, il y a une photo de guerre parce que c'est la guerre. Et ça, alors, il y a une évolution sur. C'est un débat à avoir avec Éric Bouvet. Hein. Éric qui va ronchonner parce qu'effectivement, il a eu très peu de photos parues sur l'Ukraine. Ouais. Il a eu son expo, il a son projet de journal qui fonctionne très bien, faire etc. Des expos, il ne peut pas faire de. C'est ça, oui, Voilà. Oui, qui a été repris Et par le. il y a un musée grand de- débat effectivement sur le photographe de guerre, de conflit, sur les stylisations, sur pas mal de choses qui sont en ligne de compte, qui n'existaient plus. Mais aussi, aujourd'hui en Ukraine, il y a encore quantité de photographes qui sont sur le terrain, mais ça est devenu affolant. Ouais, c'est hallucinant. Qui ne diffuseront pas, Oui. parce que beaucoup trop. Oui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, ils étaient 1, 2, une dizaine. Aujourd'hui, ils vont être une centaine. Et le même phénomène Si d'ailleurs. ce n'est plus. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, dans notre métier, il n'y a pas effectivement que la photographie de guerre, il y a aussi le politique, il y a aussi le religieux, il y a aussi tout un tas de sujets. Le sociétal. en général. Il y a du boulot pour les photographes de presse. Mais le tout est d'accepter de se dire, ben non, je ne vais pas forcément être photographe de guerre ou social, se dire, ben à un moment, je m'autorise aussi à réfléchir, à me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est là que j'insiste souvent sur cette culture de l'information, sur cette culture visuelle, sur cette culture de la presse. Connaître effectivement les nouveaux titres, savoir ce qui s'y passe, quelle évolution. Dans d'autres sujets, vous aviez une invitée récemment, Julie Limon, en photo culinaire. On a vu la photo culinaire, mais évoluer en 10 ans. On est passé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il fallait il y en ait plein dans l'assiette, il fallait que ça déborde, il fallait que le cassoulet et la garbure, ça déborde. Après, on est passé sur des photos un peu plus légères. Là, on repasse à maintenant dans une photo un peu plus à l'aplomb. Mais voilà, et ça évolue constamment. Et sur la photographie de guerre, etc., on est sur ces questions. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes en France avec les manifs, La Croix, que je considère comme le meilleur quotidien d'un point de vue contenu, réflexion, s'est dit, mais on ne va pas mettre des photos de manifs. À un moment, stop, quoi. Et ils ont fait un dossier qui s'appelle Faire Parole, qui était en gros une série de portraits, de témoignages sur ceux qui étaient au cœur de la crise des Gilets jaunes, ouvriers, chômeurs, etc., pour qu'ils puissent témoigner. Et ça s'en eu beaucoup plus de force qu'une photo de manif avec 3 poubelles qui brûlent, et c'est tout, quoi. Oui, qui peut être esthétique sur le moment, mais qu'on aura oublié 3 jours plus tard. Aujourd'hui, sur cette question de la photographie de guerre notamment, effectivement, elle a beaucoup moins de place, ou avoir la place dans une expo. Moi, je me souviens, j'étais baigné par les photos de guerre du Vietnam. Je baignais là-dedans. Mais combien de photographes? L'équivalent, l'Afghanistan, l'Ukraine et tout. Il n'y a rien. Ouais, mais zéro. Combien de photographes? Combien de photographes? Mais il n'y en a pas un qui paraît. C'est pas qu'il n'y a pas de photographe. Le Vietnam, on a retenu Larry Burroughs, Don McCullin. On a vu des photos dans tous les magazines, dans tous les journaux, partout. Oui. Là, on n'en voit jamais. Oui, mais tu avais quoi? On en a vu sur tous les réseaux sociaux. Tu avais 10 Ah, photographes. ça, c'est différent. Sur Moi, je parle de le terrain, presse. tu as 10 Ah oui, photographes. mais ça pose un problème. Effectivement, on a une diffusion tout azimut sans sûr, contrôle. On se complètement. rappelle les premières chaînes d'infos télévisées, iTélé. On a envoyé sur le terrain des JRI faire des sujets où ils devaient tout monter, faire les sujets, etc. Sans plus aucun filtre au niveau rédaction en chef, ça paraissait en direct à l'antenne. Ils ont arrêté parce qu'avant il n'y avait plus de contrôle de contenu. C'est ça. Et la question effectivement de la photographie de guerre, surtout celle-là, est liée aussi à ça. Donc les photographes qui vont effectivement vouloir témoigner, documenter, comme Éric Bouvet, vont trouver aujourd'hui d'autres modèles de diffusion. Il a fait ses sonoramas, qui lui a permis d'avoir d'autres clientèles, il a fait des expos. Finalement, c'est peut-être. C'est complètement une niche. C'est une niche. Moi, je me souviens qu'il y avait des centaines de milliers de gens qui lisaient par image, etc. C'était pas 3 personnes dans une sonothèque. Non, mais ça, c'est. Mais ça a pu par rien exemple, avoir, je prends un exemple. Là, il y a une expo, Éric Bouvet, je lui ai trouvé une expo à Pau. On a étonnamment un centre culturel Leclerc qui a une fondation photo, qui a exposé Denis Dailleux, pour ceux qui connaissent son travail. Magnifique. Donc Éric Bouvet, en ce moment, là, il a touché des milliers de personnes, des classes d'école, etc. Rémunéré, en fait, la ressource de la fondation lui achète plusieurs tirages, produit l'expo,
Mais ça, on ne le voit nulle part ailleurs. Et c'est dans un centre culturel Leclerc, un magasin Leclerc. Et parce que le patron est un peu de photo et a monté une fondation. Et aujourd'hui, le modèle économique, notamment de la photographie de guerre et sociale, il a complètement évolué en 10 ans. On est obligé de trouver un modèle différent. Tout à fait. Le journal de Bouvet, si vous l'avez vu entre les mains, c'était ça. Obligé de trouver un nouveau modèle. Eric est le premier à ronchonner, effectivement, qu'il n'a pas de parution, pas de publication et tout, mais parce qu'il est confronté à ça. Oui, parce que c'est un indécrottable de la presse, alors qu'en fait, au final, au travers de ces différentes solutions, il arrive quand même à faire passer le message et il reste photojournaliste. Il reste photojournaliste. Mais finalement, c'est quelque chose, ça pour un débat qu'on reprendra plus tard, mais c'est peut-être quelque chose que Gilles Pérez avait commencé à mettre en place, je me souviens à Sarajevo, quand il avait commencé à faire ses portraits posés de combattants sur les murs criblés, etc. Et ça avait fait une expo. Je sais qu'à l'époque, ça avait fait... le fait qu'il expose ça dans une galerie, c'était le scandale. Ce sont les débats à Visa, oui, c'est ça. depuis quelques années, sur les projections publiques à Visa, où effectivement, on a vu tout évoluer. Mais en même temps, c'en est passionnant, parce que on retourne, on pose la question de notre métier, son évolution, où là où il y a encore une place, effectivement, peut-être plus pour des photographes comme moi de territoire, ou de niche, effectivement, sur des thématiques, etc. Bon, il y a des gens qui ne paient pas. Faire de la photo de surf, ça ne paie pas. Un magazine sur l'épaule, comme Rock et Folk il y a quelques années, Philippe Manœuvre tapant sur l'épaule, on est tous potes, c'est pas grave si t'es pas payé. Voilà, on a toujours besoin de photos.